Ok, nous allons reprendre les présentations. Donc, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Olagnon et Monsieur Marchal qui vont nous présenter sur le retour critique et une démarche de débat citoyen en ligne. Pour la présentation, dans l'ordre, je crois que ce sera d'abord M. Marchal et ensuite M. Olagnon. Monsieur Marchal, ouais, votre micro. Ok, super. Donc, vous avez la parole, M. Marchal. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Cyrinus, simplement, donc c'est vous qui avez la main sur le PowerPoint, c'est ça? C'est moi qui ai la main sur le PowerPoint. Très bien. Parfait. Désolé, il y a eu quelques complications. Et je risque d'avoir quelques coupures. Je sors de cours, j'ai eu des coupures de réseau ce matin. Bon, j'ignore pourquoi. Voilà, en tout cas. Bien, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de ces journées et de toute cette semaine. Merci beaucoup. Alors, je vais parler, mais je ne serai pas tout seul. Je vais rapidement céder la parole à Dominique Valk. J'espère qu'il est avec nous. Je suis en train de le connecter, donc il doit être arrivé. Ok. Et il y aura aussi, pour répondre aux questions, il y aura aussi Louis Olagnon qui pourra me consulter à tout moment, donc qui est responsable de ce débat. Hein, vous verrez qu'on y reviendra. Et aussi, nous sommes avec Sandrine Bosetti et Rachel Cordus, qui sont chargés de mission à la métropole du Grand Nancy, qui ont pleinement participé au projet qu'on présente aujourd'hui. Alors, normalement, c'est Dominique Valk qui doit commencer, et après je prends la suite, donc je ne sais pas s'il est avec nous. J'essaye de le reprendre en ligne, là. J'ai mal à se connecter. En attendant, peut-être que je peux tout doucement lancer les choses. Oui. Vous me dites, Cyrinus. En tout cas, merci encore, Cyrinus, hein, de vous occuper de tout ça, d'avoir pris part. Merci beaucoup. Hein. Donc, comme vous le voyez, notre contribution, je dis notre, hein, parce que vous avez bien compris que là, on est 5 aujourd'hui, mais en fait, on est toute une équipe. Hein. Notre contribution s'intitule « Retour critique sur une démarche de débat citoyen en ligne ». Elle a pris sens hein, cette année, notamment lors des 2 confinements et de la crise du Covid. Donc, Cyrinus, si vous pouvez passer l'autre... Quand je vous dirai OK, c'est pour passer l'autre diapo. Hein, on va faire comme ça, Cyrinus. OK, merci. Alors là, c'est le calendrier, on rappelle les deux confinements. Alors, le deuxième confinement, on n'a pas actualisé, on a vu ça ce matin, j'ai pas eu le temps de changer comme j'avais cours, mais l'important, c'est le premier confinement, pour ceux qui ne savent pas la situation française, hein, on vous rappelle le calendrier, et notre démarche s'inscrit pleinement, effectivement, dans ce calendrier relatif au confinement. OK, Cyrinus. Voilà pour notre timing. Hein. Vous voyez qu'ici, notre démarche de débat citoyen, de plateforme numérique, et on verra comment on s'y est pris. Voilà, donc tout le calendrier. Ça a pris naissance, effectivement, au mois d'avril 2020. En fait, c'était surtout aussi en mars, on a commencé à discuter de tout cela et qu'est-ce qu'on fait, comment on peut capter ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et comment on peut permettre aussi une expression des personnes. Là, on arrive quasiment au terme. Hein, vous verrez les résultats auxquels on est parvenu. Et puis en janvier 2021, donc janvier 2021, février 2021, il y aura la restitution de ce qu'on appelle, on va le voir juste après, un livre blanc des métamorphoses. Alors, il faut être très clair ici. Moi, je suis donc Hervé Marchal, je suis universitaire, je suis responsable de la cellule scientifique, de la cellule d'analyse. Il y a une commande qui est publique, qui émane précisément de Dominique Valk,
donc qui devrait présenter ces 6 premières slides. Dominique Valcke, président du Conseil du développement durable du Grand Nancy. La commande vient donc de cette institution. Et cette commande, ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas neutre, qu'il y a derrière un objectif qui est celui précisément d'un conseil de développement durable, qui est de permettre une expression citoyenne, ou plutôt de multiples formes d'expression citoyenne. Et finalement, le calendrier, bien évidemment que tout cela a été construit collectivement, mais ce qui préside à cette démarche de débat citoyen, à ce projet de plateforme d'expression citoyenne, de plateforme numérique, c'est bien une commande avec un enjeu politique qui est relatif à la démocratie participative. Ok, Cyril Nuss. Merci beaucoup. Alors, notre démarche ne tombe pas de nulle part. Il se trouve que Louis Olagnon, qui est avec nous, Sandrine Bosetti, Rachel Cordus, Dominique Valcke et d'autres qui ne sont pas avec nous ce matin, mais c'est notamment les 5 personnes qui sont là ce matin, nous avons déjà mené des projets dans le cadre du grand débat national, donc dans le cadre des Gilets jaunes, et même avant, nous avons mené un projet sur l'Europe. Donc on ne part pas de rien, on a déjà des routines de travail et des habitudes de travail. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que on est rompu quelque part, alors moi, certainement moins que Dominique Valcke, Sandrine et Rachel, mais quand même on est rompu à l'exercice de la conception collective du débat et surtout à quoi? À la mise en place de ce qu'on a appelé une ingénierie du sensible. Une ingénierie du sensible, vous le verrez, c'est de permettre de multiples expressions citoyennes. Finalement, d'aller là où on ne nous attend pas. C'est un dispositif d'ingénierie sociale, mais une ingénierie sociale qui est destinée à quoi? À permettre effectivement l'expression de tout le monde. Dans la mesure du possible, on sait que c'est loin d'être le cas, mais prenons acte des limites d'une plateforme numérique comme la nôtre d'entrée de jeu. Alors, vous ai-je dit tout à l'heure, donc il y a une équipe pluridisciplinaire qui s'est greffée sur ce projet, dont je suis responsable, c'est pour ça que c'est moi qui m'exprime aujourd'hui. Cette équipe pluridisciplinaire, elle était constituée de philosophes, d'universitaires en infocom, en information et communication, et notamment de sociologues. Nous étions une dizaine, et dans cette équipe aussi, je dois rendre hommage à Maurice Blanc, sociologue à l'Université de Strasbourg, professeur émérite, qui a accepté de débattre avec nous. Aussi, je voudrais remercier Jean-François Léger de l'INED, qui nous a aidés, parce que vous verrez que sur des points, ça n'a pas été... voilà, il y a eu des débats importants, et c'est très bien. De multiples partenaires, dont notamment des conseils de développement durable qui ont été partie prenante dès le départ. Et là, c'est tout le travail, effectivement, de Dominique Valcke, un travail de mise en réseau avec, effectivement, à nouveau des institutions qui ont un objectif politique, celui de la démocratie participative. Ok, Cyril Nuss. Merci beaucoup. Là, quand on va sur la plateforme numérique, donc pensée par Carte au débat, ils sont à Nancy, c'est Louis Olagnon qui pourra bien sûr s'exprimer après, même il le faut, parce qu'il est plus que partie prenante de la deuxième Carte au débat, spécialisée effectivement dans l'expression citoyenne, la démocratie participative, qui intervient sur de multiples territoires. Donc voilà ce qu'on voit quand on arrive sur la plateforme. Le projet consiste en ce qu'on a appelé un livrement des métamorphoses. Il s'agit bien de voir qui travaille profondément la société française, comment elle travaille et par quoi elle est travaillée. Alors vous voyez qu'on a débattu collectivement, et je dis bien que dès le début, on a tout le temps débattu collectivement des grandes thématiques sur lesquelles on peut s'exprimer, avec grandes thématiques qui ont été rebougées et reformulées. Si vous ouvrez chaque thématique, il y a un texte de présentation. Ces textes-là ont été débattus collectivement. Et au centre, vous avez une question sur les territoires. Alors, j'espère que vous pouvez lire. Pour moi, c'est petit sur mon écran. Mais comment vivez-vous la période actuelle dans votre territoire? Alors, je ne sais pas si on peut grossir un petit peu, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir un petit peu mieux, peut-être quand c'est de tels slides. Mais en tout cas, voilà. Et là, on peut aller débattre sur, effectivement, l'agriculture, santé, environnement, et puis, surtout au centre, donc allez exprimer, vous verrez ce qu'on a appelé un vétérinaire. Ok, Cyril.
Bien, voilà comment on se présente quand on participe, hein, quand on est sur la plateforme, voilà comment ça se présente. À nouveau, je ne sais pas si on peut grossir un petit peu pour que ce soit plus lisible. Bon, voilà, on fait dans la mesure du possible. Pour l'instant, il n'y a pas de coupure de mon côté, donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc on réagit sur des débats. Alors, Louis Olagnon, on pourrait nous en dire plus. Merci infiniment, merci beaucoup. Il pourra nous en dire plus. Donc, on peut dire si on est d'accord ou pas d'accord. Bien évidemment, là, c'est typiquement, hein, vous êtes en ligne, alors vous pouvez déposer des textes, mais réagir à chaud, etc. Donc, nous, là, on verrait qu'on a intégré de multiples contenus, mais voilà comment ça se présente. Donc, vous pouvez répondre. Hein, là, il y a une personne qui sait. Allô, Monsieur Marshall, vous nous entendez? Vous nous entendez, Monsieur Marshall? Oui, bonjour à Allô, tous. Monsieur. Louis Olagnon, je me permets de prendre le relais parce que Hervé doit peut-être être en train Oui, ils sont. de rebooter sa connexion. Est-ce que vous voudrez bien passer sur la diapositive suivante, s'il vous plaît? OK. Ici, ce qu'on a voulu mettre en évidence, la précédente. Attendez un instant. Je relance la diapo. Attendez un instant. Vous avez prévenu, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucun problème jusqu'à maintenant. Voilà, parfait. Un instant. On peut être sur cette On slide. était sur quelle diapo, oui. Ouais, c'est juste après encore, encore une fois. OK. On peut pas. Voilà, super. Merci infiniment. Donc, on vous l'a dit, notre objectif, c'est surtout d'accéder au territoire vécu. Il ne s'agit pas, dans notre esprit, de faire du territoire la seule clé d'entrée et d'analyse et de perception du monde. Il ne s'agit pas de fétichiser le territoire, de dire que c'est une variable qui transcende toutes les autres. Nous avons privilégié effectivement le vécu territorial, et on peut comprendre hein, via le code postal, alors c'est une question, est-ce qu'un individu se réduit à son inscription territoriale hein? Donc on peut comprendre l'individu dans quelle commune il est, etc. Mais on peut toujours croiser avec d'autres variables le cas échéant, par exemple avec les profils socio-économiques de tel ou tel territoire. Alors là, il s'agit de dégager, hein, de savoir de quelle échelle territoriale on privilégie. Mais l'objectif de partir des territoires vécus, c'est aussi d'accéder à ce qu'on pourrait appeler la territorialité des territoires. Au moment où on parle toutes et tous de territoire, finalement, des fois, on a des temporalités standards, des projets qui se ressemblent d'un territoire à l'autre. Et du coup, il s'agit bien ici d'aller voir la spécificité, la singularité des territoires, l'identité des territoires, comment on y vit, mais aussi ce qu'on y ressent durant notamment cette année si particulière, avec effectivement la crise du Covid-19 et ces périodes de confinement. Alors ici, nous avons bien accès au territoire résidentiel, qui n'est pas forcément le territoire où on travaille, ce qui bien évidemment amène des questions. Hein, est-ce que d'ailleurs on vote bien là où on habite, mais des fois on passe là où on place le plus de temps, pardon, c'est bien où on travaille. Mais il n'empêche que nous, on privilégie, on fait l'hypothèse que l'inscription territoriale fait sens ici et nous permet d'avoir accès, de fabriquer, on va le voir, de la donnée significative. Cela, à nouveau, a été l'objet de vifs débats et avec des collègues effectivement universitaires, avec des collègues démographes,
nous avons assumé ce choix. Si on peut avoir la slide suivante, merci beaucoup. Alors, on va passer très vite ici, hein. Donc, on a de multiples territoires, français, étrangers. On a fait marcher effectivement de multiples réseaux. On a de multiples conseils de développement durable, mais pas seulement. Et finalement, pour avoir le plus de contributions possible, on verra selon quel format après. On peut passer cette diapositive, s'il vous plaît. Bien. Donc, on a vu que tout à l'heure, on a parlé d'ingénierie du sensible et de corpus significatif. Si on pouvait grossir un petit peu, je suis désolé, hein, je vous donne plein d'injonctions, hein, désolé. Voilà, on a parlé donc d'ingénierie du sensible et de corpus significatif. L'objectif ici, c'est de donner la parole à tout le monde. Ce qu'on pourrait dire, c'est rendre visibles les invisibles. On sait bien, l'un des grands biais d'une telle plateforme numérique, finalement, c'est d'amener à faire parler ceux qui s'expriment déjà le plus. Bien évidemment, on a essayé de contrebalancer ce biais. Pas vous, j'ai eu un bruit assez fort dans mon... voilà, assez fort. Tout à l'heure, vous disais-je, nous avons donc privilégié et plutôt aménager les conditions pour qu'il y ait de multiples formats d'expression. Pour moi, ce qui était très très important pour moi, c'était de faire en sorte que des gens qui ne soient pas à l'aise avec l'écrit puissent finalement déposer des choses sur la plateforme. C'est très compliqué parce que précisément il faut écrire. Ben non, c'est là que l'ingénierie du sensible prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats oraux qui ont été retranscrits. Et ces débats oraux sont devenus bien sûr du contenu ensuite, nous, qu'on a analysé, on verra comment. Donc il n'y a pas qu'une culture de l'écrit qui domine ici. On a aussi, à nouveau, hein, vraiment des retranscriptions de situations où on se rencontre, où on débat. De même, on s'exprime individuellement, on réagit, mais il y a aussi derrière beaucoup de collectifs. On a mobilisé des porte-paroles, on a des communautés électroniques, il y a eu des débats, on a eu une community manager avec nous, quelqu'un qui a géré tout cela. Là, ce n'est pas moi qui l'ai fait à nouveau, ça c'est le job des différentes équipes. Louis Oléon, lui, c'est tout la construction d'algorithmes, etc. Et Dominique Valk, c'est la mise en réseau, etc. Avec Rachel et Sandrine derrière, notamment. Donc, nous, ce qu'on a cherché, c'est un corpus significatif, plus que représentatif. Là, c'était donc effectivement au centre de beaucoup de débats, de discussions, mais je vous ai mis une note en bas. La représentativité est un concept statistique. Et pour nous, ça ne faisait pas sens de vouloir un nombre précis de contributions et prédéfini de contributions. En ce sens, on n'a pas un corpus qui se veut représentatif. De même, si on réfléchit, et certainement que ça suscite de la discussion, et là, c'est encore merci pour ces journées, parce que là, ça nous permet, nous, de vous montrer nos cuisines, comment on a fait et contre quoi on bute, et on n'est pas complètement certain non plus. Mais du coup, si on veut un corpus représentatif, au nom de quoi? Selon quels critères? On voit bien qu'ici, on a retenu notamment l'inscription territoriale, même si on a d'autres données avec lesquelles on peut croiser. Mais c'est ça qui nous plaisait, qui nous parlait le plus. Et donc, on a préféré parler de corpus significatif et de visée de représentativité. Bien évidemment qu'on n'abandonne jamais complètement cet objectif. Mais à nouveau, si on décide ce qui est représentatif avant de commencer une recherche, une plateforme, une démarche de ce type, alors ça veut dire qu'on connaît le territoire avant de commencer. Si on dit que ça c'est représentatif, il nous faut tant de contributions, tant de publics, etc., c'est-à-dire finalement que le territoire, eh bien, on a déjà une définition qui est posée avant de commencer. Or, un territoire est toujours en train de se faire, un territoire n'est jamais parfait, n'est jamais fini. Donc c'est aussi ça que l'on a voulu saisir. Donc, on parle de visée de représentativité, de corpus significatif, avec des différents formats d'expression. Voilà, là on rentre, vous voyez, tout doucement donc dans les coulisses de cette démarche d'expression citoyenne. Si on peut avoir l'autre slide, merci beaucoup. Tout à l'heure, on a vu qu'on voulait diversifier les sources.
je vous laisse lire là ce qu'on a mis. Hein. Les contributions issues du débat en ligne représentent 17% du corpus. C'est-à-dire qu'on a plein d'autres sources. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a des milliers de personnes. On a mis aussi, hein, il y a 546 participants, dont 191 en ligne, avec tant de contributions de porte-parole collectifs. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats hein, au Césaire Grand Est, et là on a d'ailleurs discuté, on en a profité pour discuter de cette notion de représentativité, des débats avec d'autres, effectivement, conseils de développement durable. Enfin, il y a eu des débats qui ont été organisés par eux, hein, il faut bien comprendre tout cela, sur la plateforme Discord, là qui a été gérée de main de maître par notre community manager qui a fait un gros travail, on a eu beaucoup de données, et c'est là que prend forme et que prend corps l'ingénierie du sensible. Car finalement, là, on diversifie les sources. Ça, c'était vraiment à nouveau, vous le comprenez bien, un objectif central. Si on peut avoir l'autre slide, ce serait super. S'il vous plaît. Merci. Donc là, on vous a fait un petit schéma. Vous voyez qu'on a aussi une enquête en bas. Hein, en bas à droite, enquête de l'Eurométropole de Strasbourg. On a même une émission radiophonique de France Inter, puisque l'un d'entre nous a participé à une émission, effectivement. Donc là, on s'est nourri de tout ça. On a intégré, vous voyez, de multiples données, des enquêtes faites sur le terrain, des émissions radio. Hein. Là, on était en Lorraine, on était sur Nancy. On a, avec nos réseaux, il y a eu effectivement des émissions radio sur le confinement, sur ce qu'on vit durant le confinement, etc. On a intégré toutes ces données, des enquêtes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien en bas, on a mis des différentes enquêtes qui ont été faites par des associations, etc. Et tout cela donc a été intégré effectivement, comme dirait Louis Lagnon, dans la machine, hein, intégré pour avoir effectivement de la donnée et surtout une grande diversité de données. Bien, si on peut aller passer la slide, s'il vous plaît. Alors, il a fallu donner du sens à tous ces contenus. Finalement, moi qui suis aussi un sociologue, comment dire, qui pratique l'observation sur le terrain ethnographique, on est face à ce qu'on appelle, nous, les sociologues qualitativistes, un fatras de données. Là, on a un tas de données. Et quel sens on donne à ces données? Comment on va les rendre? Comment finalement on va effectivement les tamiser, les sélectionner? Nous avons pour cela qualifié les données à l'aide de tags qui sont des mots-clés. Alors on a qualifié, donc vous comprenez bien ce corpus qu'on nomme significatif, parce qu'effectivement, il fait sens vu au regard de la diversité des publics, et ça génère des métadonnées, et donc des liens web sur chaque extrait de contribution. En fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on a assuré, là c'est plutôt effectivement le travail de Carto Débat, mais qui assure la traçabilité des données. C'est-à-dire qu'on peut toujours retrouver les contenus, les extraits, comment ils ont été annotés, pourquoi ils ont été annotés comme ça, et surtout avoir les propos bruts des personnes qui sont exprimés de diverses façons, on l'a vu, que ce soit des retranscriptions, des témoignages, des récits qu'on a fait ailleurs et qu'on importe sur la plateforme. Donc, nous avons effectivement, comment vous dire, nous avons défini un certain nombre de tags. Et on va voir comment on s'y est pris, si on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Nous avons construit une bibliothèque de tags, mais nous ne l'avons pas construite n'importe comment. Nous sommes là au cœur de la fabrique de la donnée. Comment on a fabriqué nos données? Derrière cette slide, c'est peut-être pour moi, peut-être la plus importante, hein, pour moi comme pour nous tous. Hein. C'est-à-dire que là, ça a pris du temps. Il a fallu construire collectivement. Quoi? Ce qu'on a appelé des registres analytiques. Et ensuite, s'entendre sur les différents mots-clés qui prennent sens dans ces registres analytiques. Pour cela, on a pris la distinction entre le fond et la forme. En gros, la forme et le contenu, si vous voulez. Là, moi, j'ai toujours, on enseigne à nos étudiants la perspective d'Emmanuel Kant entre effectivement la forme et le contenu. Après, au niveau de la forme, on a distingué différents registres analytiques. Il y en a 4. Ces registres, ils étaient déjà éprouvés, dans le sens où on s'en était servi lors du grand débat national et même lors de la consultation sur l'Europe.
Donc on savait qu'ils marchaient. Ici, on les a un tout petit peu affinés. Mais on a repris ces 4 registres. Parce qu'en plus, ils faisaient sens ici. Registre émotionnel, hein, bien évidemment, on exprime des émotions, des sentiments. Ok, hein, c'est oh, bah moi je suis pas d'accord, etc. Registre descriptif, on décrit simplement une situation. Registre imaginaire, moi je rêve que le monde soit comme cela demain. Registre descriptif, il est nécessaire de. C'est un registre normatif. Bien évidemment, dans un même contenu, un même extrait, on peut avoir différents registres qui s'imbriquent. On peut avoir une émotion et après une description. On peut avoir effectivement un rêve suivi d'un propos très normatif, très prescriptif. Donc nous avons tagué tout cela. Nous avons qualifié les propos avec tous ces registres, sans oublier à nouveau que il n'y a pas un propos qui est du registre de l'émotionnel ou du descriptif. On n'a pas chosifié, vous voyez, on n'a pas réifié les contenus. On a essayé de respecter, c'est collectivement que ça s'est fait. À nouveau, on a respecté la complexité aussi, ne serait-ce qu'au niveau de la forme des contenus. Au niveau du fond, vous le voyez, en gros, en fait, on a défini 2 axes. L'axe entre le temps et l'espace, et l'axe entre rapport à soi et le rapport aux autres. Donc ça veut dire que 4 registres analytiques. Rapport au temps. Là, par rapport à notre entrée sur les territoires et bien sûr l'épisode de la Covid, avec le temps du confinement, le rapport au temps allait de soi. Quand on veut travailler, quand on veut aller sur comprendre ce qui se passe sur les territoires vécus, forcément le rapport à l'espace devait intervenir. Là, c'était plus facile. Mais après en lisant, parce qu'il faut bien comprendre aussi, il faut que je vous dise cela, c'est que là, on a commencé bien évidemment à lire les contenus et à se dire comment on peut analyser cela. Et on a bien vu que dans les contenus, donc ça s'est fait là, on voit bien en avril, mai, juin, et après on a stabilisé bien évidemment cette grille d'analyse pour construire la bibliothèque de tags. Et là, on a vu qu'effectivement, il y avait quelque chose qui se jouait bien évidemment. Ça va de soi avec du recul. Durant le confinement, quelque chose qui se joue au niveau du rapport à soi, on voyait bien dans certains contenus, dans certains propos. Rapport à soi, qu'est-ce que je vis moi, avec ma solitude, avec mon désarroi, etc. Mais aussi, bien évidemment, le rapport aux autres. Puisque ce qu'on pourrait appeler, on verra tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler une envie de l'autre. C'est-à-dire aussi l'autre. Le Covid, on redécouvre l'importance de l'autre, des contacts, etc. On voit bien que là, on est en distanciel et que ce n'est pas toujours évident. Voilà comment on s'est pris. À nouveau, là, on est au cœur de la fabrique de nos données. Bien. Si on peut voir la slide suivante, je regarde l'heure, parfait. La slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, vous voyez que là, on a un extrait d'une personne qui s'est exprimée publiquement sur la plateforme des métamorphoses durant cette période de Allô? Je suis revenu. Super. Ah, d'accord. Je suis revenu. Ouais. Alors, je suis là. Donc, vous voyez il faut bien comprendre ce qu'il y a à droite avec l'équipe, la cellule d'analyse, l'équipe d'analyse, il a fallu qu'on s'entende sur les tags, le sens qu'on donne aux mots. D'accord? Donc, ça est vraiment, c'est là que ça prend du temps. Il faut comprendre que ça, c'est un temps long. Et on n'a pas eu le choix. Mais, du coup, on a pu, effectivement, toute l'équipe, on a pu donner du sens à ce texte à partir d'une grille de lecture qui nous semble, vous nous direz, qui nous semble pour le coup, alors, on peut toujours la juger, ça c'est autre chose bien évidemment, de la pertinence, mais bien évidemment on peut le faire. Mais en tout cas, on la livre. C'est-à-dire que là, il y a, je ne sais pas s'il y a une transparence totale, mais on est transparent sur le fait qu'on a construit cela collectivement et on voit bien à droite, effectivement, nos mots-clés. Et ça, ces mots-clés, en fait, on était collectivement, on se disait, mais est-ce que tu entends exactement le même sens par tel mot-clé? Ça, c'est fondamental. Et là, il faut le faire, effectivement, collectivement, ensemble. Voilà, donc, comment ça se présente et comment on annote avec différents tags. Donc, une bibliothèque qui se stabilise à un moment donné. Bien évidemment, on l'a construit au début, on se met d'accord, ce sont des réunions très importantes. Et après, elle est stabilisée, après, elle fait sens. D'ailleurs, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un processus de saturation.
C'est-à-dire qu'on voit que ça tourne bien. Allô? Allô? Monsieur Marshall, vous m'entendez? Monsieur Olayon, vous m'entendez? Je vous entends. On a perdu Monsieur Marshall. Ouais, il ne devrait pas tarder à revenir. Donc là, effectivement, vous avez un extrait à noter avec différents tags. Et donc, celui qui est en jaune, on lui a posé 2 tags. Le rapport à soi et donc à sa famille. Et puis, le tag thématique de la vie culturelle. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'était une diapositive pour rappeler la demande du Conseil développement durable du Grand Nancy. Hein, donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur ce travail d'analyse des contributions issues de plusieurs sources afin d'ajuster avec les élus et les services des politiques territoriales, hein, donc à l'échelle locale, et surtout de pouvoir les motiver au regard de ce qui a été observé. Hein, c'est tenir compte de ce qui est dit pour trouver une cohérence dans ce qui est ensuite proposé en termes de politique publique. Hervé, je te vois revenir. Tu veux reprendre la main si tu veux là? Je suis désolé, hein, et j'ai vraiment une liaison satellitaire. En plus, normalement, tout est mis en œuvre et voilà, vraiment, je ne comprends pas. C'est la première, depuis hier, voilà, excusez-moi. Merci Louis d'avoir pris la main. Bon, je pense que On l'a encore perdu. va revenir. Ici, on parle aussi de la manière dont on aborde ce traitement de données en premier lieu par un travail qui est fait par l'homme assisté de machines. Mais ce ne sont pas les hommes qui délèguent aux machines une analyse ou un algorithme en fait. Et sachant que même un algorithme comme ce qui a pu être fait notamment dans l'analyse des données du grand débat national ne sont pas neutres. Et donc c'est ici qu'il est intéressant de pouvoir présenter à la fois la bibliothèque de tags mais aussi toutes les sources. C'est-à-dire les verbatims annotés qu'on va présenter dans ce qu'on appelle une bibliothèque de tags et un sommaire dynamique. Donc, si vous voulez bien passer à la diapositive suivante. Hervé, tu mets ton micro ? Ton micro. Voilà, je suis désolé, ça répond des fois. J'ai bien vu que j'avais pas le micro, désolé, excusez-moi. Donc au niveau des résultats, si on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô? 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 Monsieur Olayon? Ouais, je vais bien vous demander de passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Vous avez la parole, voilà.
Donc, ici, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Sankey. Et vous avez sur la gauche la bibliothèque de tags que présentait tout à l'heure Hervé. Donc, avec, par exemple, tous les tags qui concernent le registre émotionnel, les angoisses qui ont été exprimées, le sentiment de peur, mais aussi, d'un point de vue plus positif, la gratitude. Donc, c'était notamment vers les soignants ou des gestes de solidarité, sentiments de fierté, joie et respect, qui viennent nourrir ce qu'on a appelé des grandes axes de restitution ou des métamorphoses, qui sont une façon de synthétiser tout ce qui est observé dans les différents registres. Donc, on a ensuite le registre descriptif. Ça y est, cette fois, Hervé, tu as une connexion rétablie. Tu peux prendre la suite? Oui. On fera autrement la prochaine fois, j'ai bien compris, Louis. Voilà. Alors, effectivement, donc Louis, tu as dû commencer à le présenter. Donc, là, on a un autre. Monsieur Olayan. Ouais. Ouais. On vous prie de nous excuser. C'est normal. Il arriverait, tout ne peut pas être parfait. Non, il arrive que le réseau flotte, donc on comprend parfaitement. Ouais, je suis là, Louis, si tu veux, je suis désolé. Ok, vas-y. Simplement, ouais, si ça recoupe, tu prendras la main, puisque vraiment c'est. Oui, simplement, on a sur la droite, donc, là, on a des thématiques, mais en fait, qui sont des métamorphoses. Là, on identifie, ce que vous voyez sur la droite, je ne sais pas si Louis, tu l'as dit, vraiment, je suis désolé, ce qui travaille la société, ce qui est au travail, et ce qui fait sens. On voit bien au regard du nombre, si vous regardez ce qu'on pourrait appeler des flux de correspondance, entre ces 4 grandes métamorphoses, on pourrait dire qu'en fait, il y a la démonstration existentielle, c'est la sphère de l'existence. La deuxième métamorphose, c'est la sphère qu'on pourrait appeler la résilience. La troisième grande, finalement, métamorphose, c'est la sphère de la reliance. Et la quatrième grande métamorphose, c'est la sphère de la reconnaissance. Vous voyez, hier soir, on analyse encore les données, et en relisant tout ce qu'on avait fait, on aurait existence, résilience, reliance, reconnaissance. Et là, ce qui nous semble important, c'est que c'est une façon, effectivement, de donner du sens, mais qui a à nouveau, ce qui est le plus important, directement étayé par les contenus. Et on regarde au regard du nombre, d'annotations qui correspondent à ces 4 grandes métamorphoses, à ce qui travaille profondément la société française, mais pas seulement. Eh bien, là, on voit que ça match, quoi. C'est-à-dire que quelque part, au début, on n'en est pas certain. Et puis, je me rappelle très bien, pour bien comprendre, parce qu'on est à nouveau dans les coulisses, dans la cuisine, là. Donc, moi, je suis avec Louis Olagnon, moi, je ne suis pas dans ma zone de confort. Quand il me propose tout ça, je me suis acculturé à tout cela. Mais on voit bien qu'à un moment donné, par contre, je suis dans ma zone de confort lorsqu'on discute collectivement, tous ensemble, avec d'autres sociologues aussi, et qu'on voit que là, ça y est, on voit qu'on a rendu visibles les données et qu'on en tire des leçons. Et que ces leçons, elles sont directement issues des données. C'est ça qui est vraiment fondamental. Et qu'on voit comment on s'y est pris et à force de lire tous ces extraits de données. Voilà, si on peut passer à la slide suivante, où là, en fait... Monsieur Marachal, j'ai une question pour vous. Donc, oui. Pour que justement, si ça coupe... Donc, il y a M. Barrault qui aimerait savoir si vous avez connaissance des travaux de Christophe Lejeune sur l'analyse des données qualitatives à travers une méthodologie d'étiquetage. Donc, il dit qu'il ressemble à la méthode que vous avez utilisée dans cette enquête. Avez-vous utilisé un logiciel particulier pour cette méthode d'apprentissage de tag? Merci. Oui, là, je vais laisser Louis répondre, si tu veux bien, Louis. Oui, c'est le programme de carte au débat qui a été utilisé pour annoter toutes les contributions. Et donc, on l'a fait en ligne. Donc, le corpus est accessible à tous les analystes avec
avec un compte analyste qui est une base de données à distance dont on vous présente ici les résultats. Et j'ai noté la référence de Christophe Lejeune, je ne connaissais pas. Oui, et pour ma part, merci pour la référence. Effectivement, moi je connais de loin, voilà, je vous dis très très honnêtement de loin, et il n'a pas été, on ne s'est pas directement inspiré des travaux de Christophe Lejeune, mais merci à vous. Simplement, on ne va pas tous les faire, hein, parce que ça va être trop long, mais on a 4 grandes métamorphoses, mais la démonstration existentielle, je vous laisse voir moi j'appelle des flux de correspondance, mais ici, ce qu'on pourrait appeler, c'est une envie, enfin moi ce que j'appellerais, vous voyez, on a vu que c'est la sphère de l'existence, mais une envie de sens. Ici, comment on parle d'horizon de sens, hein, on parle comment on se projette, etc. Et c'est comment vous dire, la crise de la Covid-19 révèle ça en partie. Pour le coup, moi, pour être tout à fait franc avec vous, en tant que sociologue, je m'y attendais pas à ça. Je m'attendais à d'autres choses. Vous voyez, on a toujours des hypothèses implicites dans la tête. Je m'y attendais pas. Si on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. On en a sauté une, je crois, mais c'est pas bien grave. On est passé directement. C'est pas bien grave. Voilà, merci, vraiment, merci beaucoup. Ici, on serait vraiment dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler des innovations par le bas. Hein, voilà, je reprends ma casquette de sociologue. Hein, comment la créativité sociale, hein, quand on parle de vie sociale, là on touche à ça, avec cette métamorphose. Et comment la société est travaillée effectivement, par quoi? Eh bien, par ce qu'on a appelé de nouvelles coopérations. Effectivement, on vous l'a mis en titre, hein, je vous laisse lire, je ne vais pas tout vous lire. Donc, il y a des organisations qui ont fait preuve de plus ou moins d'efficacité, ça a été plutôt efficace, avec une inertie même des fois bienvenue, mais en même temps de nouvelles coopérations, de nouvelles façons de faire. On l'a bien vu, nous, au niveau pédagogique, à l'université, où on a inventé finalement, et on continue à inventer, quand ça marche, mais quand on a du réseau, mais des séminaires improbables sur Teams avec nos étudiants, on n'aurait jamais pensé à ça il y a 6 mois, jamais. Moi j'ai des étudiants, voilà, tout comme vous, tout comme des collègues, c'est passionnant. Donc là, il y a aussi ce que j'appellerais moi une envie de changement. Vous voyez, dans la démonstration existentielle, c'est une envie de sens quelque part. Là, il y aurait une envie de changement. On peut passer à l'autre, s'il vous plaît. Là, bien évidemment, elle était un peu plus attendue finalement, cette métamorphose. Mais c'est facile de dire ça avec du recul. Hein. Mais qu'est-ce que révèle? Qu'est-ce que révèle? Voilà, merci. Qu'est-ce que révèle finalement la Covid? Mais c'est une envie de quoi? Une envie, moi je dirais une envie de monde, pas seulement une envie de l'autre. Ce qui est intéressant ici, pour l'analyse de nos données, c'est que c'est une envie de l'autre, mais aussi du monde, vous voyez, de nature, de verdure. Hein, c'est un mot qui peut paraître bête, mais qui est très significatif. Une envie, en fait, de quoi? D'être réintégré dans le monde. Les sociologues, nous, on dit on a une envie de société avec la Covid. L'épisode de la Covid-19 révèle ça, n'en pas douter. Et pourtant, mais on voit que c'est plus complexe que ça. C'est une envie d'être en contact avec le monde, et l'autre est une partie du monde. La dernière métamorphose, s'il vous plaît, la slide suivante. Là, on pourrait parler d'une envie de, hein, tout à l'heure on a parlé de reconnaissance, une envie de justice, de dignité. Et là, c'est très intéressant parce qu'on est en train, c'est là-dessus hein, qu'on est en train clairement de mener nos analyses aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On voit que effectivement des enjeux sociaux, des enjeux politiques, finalement, sont trans-Covid, c'est-à-dire qu'ils sont invariants. On les avait vus, nous, dans le grand débat lors des Gilets jaunes, on les a même identifiés et esquissés avant. Et on voit qu'il y a des demandes de justice, de reconnaissance, de justice sociale, et ils sont ici. Et ça, c'est pas parce que, au contraire, c'est pas parce que le Covid s'est imposé qu'on les a oubliés, bien au contraire, hein, on vous l'a mis en titre, hein, certains enjeux n'étaient plus la priorité, et ils ressurgissent avec d'autant plus d'intensité, et c'est très clair pour le coup. Alors, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Là, Louis pourra bien sûr me compléter. C'est tout l'intérêt, moi qui suis je veux dire, un sociologue qui mène beaucoup d'entretiens, alors je fais aussi des questionnaires, bien sûr. Ça pour moi, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Hein. Et là, on a une table des matières, finalement, de la base des données qui sont qualifiées. Et on peut effectivement aller directement, finalement,
c'est un sommaire, hein, un sommaire avec nos registres, hein, oui, rapport au temps, rapport à l'espace, rapport à soi, et on peut se rediriger. Alors Louis dirait sûrement exporter, il aura un autre vocabulaire que moi. Moi, je dirais on peut se diriger tout de suite vers les extraits bruts, mais tels qu'ils ont été qualifiés par l'équipe de la cellule d'analyse. Ça, c'est le genre de choses qui, effectivement, que moi je découvre, hein, vous voyez, voilà, je trouve ça intéressant. Louis, il pourra sûrement préciser les choses si vous voulez, bien évidemment. Je vous propose qu'on passe, il reste 2 diapos, puis ensuite on pourra avoir la discussion. J'espère que ça va tenir, oui, 11h47. Voilà, simplement, je vais aller très vite ici, parce que tout quasiment a été dit. On avait en tête des pièges à éviter. On n'a pas accès ici à une opinion publique en tant que telle, accès à une réalité. On ne va pas vous dire 30% des gens pensent que... Non, non. Nous, on a une éthique de l'humilité, on a un corpus significatif avec des tendances fortes, un nombre de contributions quand même qui nous semble tout à fait honnête, avec différents formats d'expression, mais on n'a pas une prétention à effectivement dire des choses, à les asséner en tant que telles. Par contre, on a la prétention de les mettre à la discussion politique, et effectivement de dire voilà ce qui émane du quotidien et du vécu des territoires. Ensuite, on voit bien qu'on a parlé d'éthique de la prudence, hein, croire qu'effectivement la vérité du numérique n'est pas tout entière dans le numérique, parce qu'il faudrait faire une ethnographie du numérique, par exemple, quand on répond, quand on débat, quand on collectivement et que c'est ensuite sur la plateforme, dans quelles conditions on a débattu. Donc il y a plein d'autres choses qui sont autour du numérique, bien évidemment, on en avait conscience. Ici, je vais assez vite. Le territoire, on en a parlé, je ne vais pas développer. On a essayé de ne pas tomber dans le fétichisme territorial, je pense que non, parce qu'il est toujours possible de recroiser avec d'autres données. Et puis, bien évidemment, une éthique de la pluralité, et vous voyez que c'est une éthique de la pluralité qui a été de pair avec une volonté de conjuguer différents formats d'expression. Voilà, et la dernière slide. Dans quel sens, s'il vous plaît, voilà, dans quel sens on peut parler d'une éthique scientifique, hein, scientifique, j'ai mis entre guillemets, c'est un grand mot, eh bien, voilà, les réponses, en tout cas, on va en discuter, mais on a des interprétations qui se sont indexées à des propos traçables. On peut vous montrer notre bibliothèque de TAC, comment on l'a construite, quels sont les registres analytiques. Aussi, on a il me semble, rendu ce qui est saillant, mais les tiraillements, les ambivalences, les tendances lourdes contenues dans les paroles. On était ouvert à tout ça, on ne cherchait pas forcément une cohérence. En fait, il me semble qu'on a essayé d'être disponible vraiment non seulement à la pluralité des formats, mais aussi aux tiraillements, aux contradictions dans les contenus. Et une leçon, alors c'est peut-être une note un peu plus personnelle, et je l'assume, parce que effectivement, la leçon pour moi, c'est que l'être humain est un animal de sens, un homo symbolicus, comme disaient les sociologues. Et on sait bien que l'être humain est un animal spatial, social, bien sûr, moi c'est très important pour moi. Et spatial, il est territorialisé, bien sûr. Mais voilà, peut-être la grande leçon, c'est que la Covid a mis en évidence une intensité aussi des questions de sens. Et finalement, avec Louis et d'autres, hein, bien sûr, d'autres personnes qui ne sont pas là ce matin, on en a parlé, est-ce que cette question de sens, finalement, elle n'est même pas en filigrane, vous voyez ? Monsieur Olanon. Allô. Je crois qu'on arrive à la conclusion et puis il reste très peu de temps pour des observations, questions. Est-ce que vous en avez? Non, j'ai des questions, à part la seule que j'avais déjà présentée tout à l'heure. Moi, j'essayais là d'appeler Monsieur Valk, justement, que j'ai eu, parce qu'on a essayé plusieurs méthodes pour se connecter, c'était un peu plus compliqué, et que j'excuse auprès des participants parce qu'on a tout fait pour que ce soit possible, et qui pourra parler directement via un appel téléphonique. Je vais le mettre sur haut-parleur pour voir si vous entendez bien et pour me dire si la qualité du son est très bonne. Donc, Monsieur Valka, vous avez la parole. Oui, merci de me sortir de ma frustration. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Non, mais tout a été dit et très bien dit par Hervé. La seule chose que je voulais préciser, c'est que des structures de démocratie participative telles que les conseils de développement ont un rôle considérable à jouer dans l'imaginaire de ce monde d'après. Et ne serait-ce qu'en étant un peu en s'interposant sans la combattre à la vision totalement numérique
de la démocratie qui a tendance à un petit peu occuper le marché pour faire un peu court, ce que moi j'appelle la démocratie du clic. Et donc là, on a fait la démonstration qu'il y a un outil que le numérique permettait finalement d'augmenter la qualité du débat, mais que c'était crédible que dans la mesure où c'était l'algorithme humain, entre guillemets, qui allait procéder à l'analyse fine, à l'analyse sensible des données. C'est vraiment important parce que ce qu'on entend ici et là par des raccourcis démocratiques, c'est assez inquiétant. Et pourquoi on s'est engagé dans ce troisième débat? C'est parce qu'on a eu l'expérience des deux premiers dont Hervé vous a parlé. C'était vraiment intéressant parce que quand nous avons fait le débat sur l'Europe, je ne sais pas si vous vous souvenez des conclusions de la Commission européenne, ça dit waouh, formidable, les citoyens aiment l'Europe. Ben oui, les citoyens aiment l'Europe, mais dans les travaux qui étaient ressortis de notre débat, ils aimaient l'Europe, mais pas celle-là. Ils attendaient autre chose de l'Europe. Et pour vous dire à quel point, peut-être, nous avons des exécutifs un peu isolés des réalités, c'est qu'on a provoqué un nouveau débat au Parlement européen avec des députés pour leur présenter nos travaux. Et comme l'a dit une députée française, dit, mais vous venez de nous mettre un coup de poing dans l'estomac. On n'imaginait pas qu'il puisse y avoir une défiance aussi sourde, au fond, dans les inquiétudes des citoyens. Ça prouve bien qu'on a quand même des systèmes, disons, d'exécutifs qui sont, alors déconnectés, c'est peut-être un peu dur de ma part, mais qui ne sont pas connectés à la réalité des gens, au quotidien des gens. Ça pose un vrai problème, puisque en face de ces inquiétudes, finalement, on n'a que des réponses structurelles ou budgétaires ou réglementaires. On n'a pas des réponses sensibles, ce vers quoi nous allons toujours plus qu'on a appelé l'ingénierie du sensible. Et la seconde expérience, c'était le grand débat national. Alors je ne fais pas, une critique ne permettrait pas du président de la République, mais il n'empêche que les conclusions de nos travaux, encore une fois, c'était une expérimentation qu'on a montée avec les Gilets jaunes, c'était pas simple, c'était tendu, les gens ne se faisaient pas confiance, on y est arrivé. Et ben, les conclusions de nos travaux, et là je parle sous le couvert d'Hervé, étaient globalement l'exact inverse des conclusions qu'avait présentées à la télévision le président Macron. Donc fatalement, si on ne se comprend pas, si on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas, on ne se regarde pas, on n'arrivera jamais à résoudre finalement la première crise que nous avons à résoudre avant la crise écologique, économique, tout ce que vous voulez, c'est la crise de sens. Et on retombe un petit peu sur nos pas de la démonstration d'Hervé. Donc c'est pour ça que pour nous c'était vraiment important d'aller vers cette qualité de débat et d'aller aussi vers cette qualité d'analyse. De plus en plus de conseils de développement travaillent avec les universités, avec les chercheurs. Il y a vraiment une espèce de nouvelle alliance entre citoyens et chercheurs qui est extrêmement prometteuse et intéressante. Parce que quand il y a eu, en fin du premier confinement, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, la troisième chambre de la République, avait convoqué les porteurs d'initiatives numériques pendant le confinement. Donc il n'y avait là que des vendeurs de solutions, des gens qui vendaient un produit. Rien contre le fait de vendre un produit, mais la donnée était gérée de manière complètement orientée. C'est super inquiétant. Par exemple, on avait quelqu'un qui voilà, d'après ce que nous avons fait, 87% des Français veulent que ça change. 87% des Français, mais 87% de quoi? Quelle était la question, etc. Et le plus inquiétant, c'est qu'on avait des gens de cette troisième chambre de la République, encore une fois, qui est une belle institution, qui acquiesçaient et qui disaient « Ah oui, quand même !» et dire « Sur quoi ça se base ?» Donc pour nous, c'est là... C'est très important ce travail, cet encadrement scientifique avec Hervé et d'autres chercheurs, c'était de garantir la totale transparence et l'éthique de l'analyse des données. C'est en ça où on fait la démonstration que le présentiel, le débat est un des éléments vraiment très importants de la qualité démocratique dont ce projet de société a urgemment besoin.
Voilà. Parce qu'en réalité, pour reprendre Michel Houellebecq, le monde d'après, c'est comme le monde d'avant, mais en pire. Donc si on refuse d'intégrer dans l'équation du raisonnement politique la notion du sens. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur Valk. Je m'associe également pour remercier également, on a eu madame Bosetti et madame Cordus qui ont essayé également de se connecter avec des difficultés. C'était vraiment indépendant de leur volonté et vraiment, je vous remercie au nom de la MSH et de la plateforme pour avoir participé à ce débat. J'ai une vraie question qui pourrait peut-être vous concerner, monsieur Valek ou monsieur Marchal et même monsieur Olagnon. La question, c'est quel est le... On vous félicite pour votre expérience et votre présentation. J'ai pas mal de retours de mails, hein, de félicitations. Vous avez une question sur quel retour aujourd'hui des élus, des métropoles? Avez-vous prévu une forme de restitution aux participants? Oui, alors Louis complétera aussi, parce qu'effectivement, dans les territoires vécus, vous avez vu, au Conseil de développement, il y aura des restitutions plus ciblées, plus territorialisées. Quand on sera totalement prêt, il y aura des restitutions vers les élus et les services. Mais on vous a demandé 2 restitutions qui nous paraissent importantes. En tous les cas, c'est peut-être un déblocage psychologique entre les exécutifs et les citoyens. C'est que le président du CESE nous a demandé à ce qu'on lui fasse une restitution, une remise officielle de ce livre blanc de métamorphose, ainsi que le président de la nationale. On verra, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais ce travail se donnera lieu à, c'est pas au sens scientifique du terme, à la publication. Il faut que les gens s'emparent de ces, au-delà de la méthode, mais de ces signaux faibles. Donc il y aura beaucoup de restitutions, oui. Ok. Moi, j'ai 2 questions, peut-être qui vont concerner M. Olagnon, et, bon, qui concernent tout le monde, peut-être précisément M. Olagnon, c'est en ce qui concerne la question de garantie des données des participants et du RGPD. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cela et comment vous stockez vos données? Donc, dans ce cadre et après avoir réalisé vos études. Simplement, avant que Louis réponde, est-ce qu'on peut mettre la dernière slide pour qu'on ait accès à toute l'équipe, s'il vous plaît? La toute dernière diapo. Voilà. Voilà, merci. Voilà, merci, je t'en prie, Louis. Oui, là, pour le respect des données personnelles, oui. La première chose, c'est que pour tout ce qui est source externe, on doit obtenir l'accord des participants. Donc, on a travaillé par exemple avec ATD Carmonde pour leur étude téléphonique pendant le premier confinement sur des personnes, on va dire, un peu en marge, avec des difficultés pour se nourrir. Ils ont mené une enquête qui s'appelle « Se nourrir quand on est pauvre ». Ils avaient 17 entretiens et il n'y en a que 6 personnes qui ont accepté qu'on utilise leur retranscription dans la base de données. Après, il y a un gros travail qui a été fait par Florence Châtelot, qui était la community manager du projet et qui est aussi la personne qui a organisé les serveurs des Gilets jaunes à l'échelle nationale sur la communauté, sur Discord, hein, la plateforme de chat. Et donc, c'est grâce à ses interventions dans divers groupes, et notamment sur les émissions de Radio Cabane, que les participants ont accepté qu'on utilise l'enregistrement de leurs interventions pour en faire l'étude dans le cadre du débat des métamorphoses. Quand on participe en ligne, on a, de par le design de la plateforme, pris la décision que ce serait préférable que les participants eux-mêmes décident ce que l'on fait de leurs données personnelles et s'ils souhaitent qu'elles soient transmises ou pas à l'organisateur. Donc, le participant, quand il s'inscrit sur carte au débat, il choisit s'il participe de façon anonyme avec un pseudonyme ou en donnant son nom. Il peut donner aussi ce qu'on appelle la qualité. Donc,
on peut se présenter sous l'angle que l'on souhaite en tant que, je sais pas, membre d'une association ou même porte-parole d'un collectif. Ça, c'était très important pour nous parce que, comme l'a précisé Hervé tout à l'heure, il y a des collectifs qui se sont exprimés, c'est-à-dire il y a des discussions de groupe avec un porte-parole qui vient amener la contribution du groupe sur Carte au débat. Et il y avait une diapositive que j'avais trouvée intéressante à présenter, c'était de montrer que il y avait un porte-parole de la communauté du RIC, hein, donc le référendum d'initiative citoyenne à l'échelle nationale, et un membre du Conseil de développement durable du Grand Nancy qui débattaient ensemble. Donc c'est le genre de petites choses qu'on a réussi sur Métamorphose. Et dans l'ensemble, les propos qui sont qualifiés restent la propriété de ceux qui les ont exprimés. Et on s'attache à respecter la loi de confiance pour le numérique du 21 juin. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté particulière au niveau des données personnelles. Ok, ben merci pour vos réponses, en tout cas qui moi me paraissent claires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir, M. Valk ou M. Marshall, pour conclure cette présentation? Oui, je peux. Allez-y, M. Marshall. Oui, ce que je voudrais dire, déjà, merci aussi pour ces journées, hein, vraiment, très sincèrement. Nous, d'exposer cela et un peu notre cuisine, hein, comment on fabrique, c'est très important pour nous. En plus de mettre cela au débat, enfin, moi, je trouve ça vraiment très bien. Ce que je voudrais dire aussi, et sans flagornerie du tout, c'est que il y a eu une commande, hein, qui est très claire, hein, d'une institution, hein, et c'est Dominique Valk qui est à l'origine de la commande, et avec deux chargés de mission très aguerris sur plein de questions, Rachel et Sandrine, qui sont extrêmement précieuses. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a eu des discussions sans cesse et que rien n'a été ficelé dès le départ. Pour moi, c'est important, sinon je serais parti. Mais voilà, je veux dire, et ça c'est important, c'est dire que dire qu'on a vraiment, quand on parle de disponibilité, sans cesse, on a tenté d'être surpris, oui, d'être surpris et de construire des tags qui respectent finalement de notre surprise. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idées préconçues. On en a toutes et tous. Et on en a même rigolé des fois de nos idées préconçues. Mais voilà, c'est-à-dire que pour le chercheur que j'ai été, c'est très agréable de travailler aussi dans ces conditions. Il faut le dire aussi. Dire qu'il y a bien sûr un objectif, mais bien évidemment, un objectif politique, un rapport effectivement à ce que c'est la démocratie que Dominique exprime de façon très très claire. Mais la phase d'analyse en elle-même, enfin, moi je suis très weberien, je me réfère toujours à Max Weber, elle a été, je pense, alors elle est ce qu'elle est, mais le plus honnête possible. Et rien n'a été projeté dans l'analyse. Voilà, pour moi c'est fondamental. Sinon, on ne se serait pas vraiment entendu. Mais on travaille depuis longtemps ensemble, depuis plusieurs années. Mais voilà, c'est très important et je voulais quand même le dire. Ok, merci beaucoup. Vraiment, je tiens à remercier M. Valk, M. Marshall, M. Olagnon, Mme Bosetti et Mme Corvus pour justement avoir permis que cette présentation ait lieu. Vous avez, en tout cas, moi j'ai plein de messages de félicitations pour votre travail, comme ce matin pour Mme Finesse aussi qui a présenté. En moyenne, on a une forte participation, à peu près 35 personnes en moyenne depuis ce matin, donc ça fluctue beaucoup. Il y a des gens qui se déconnectent et qui se reconnaissent à cause du réseau. Et donc, trouvez ici mes remerciements pour cette journée. S'il y a des demandes pour comprendre ou reproduire des essais par rapport à ce que vous avez fait, je mettrai volontiers en contact des chercheurs avec vous pour justement échanger sur la question. Donc, merci encore et passez une bonne fin de journée à vous et à très, très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous les participants.
de ce matin pour cette présentation. Nous remercions Madame Finesse, Monsieur Olagnon, Monsieur Marchal, Monsieur Valsk, Madame Bosetti et Madame Cordus pour la session de ce matin. Nous allons poursuivre une autre session cet après-midi à partir de 13h30. À 13h30, je tiens à rappeler que nous aurons une présentation sur les questions de West Scrapping. Donc, vous allez voir comment on arrive on a une forte demande là-dessus, comment on arrive à récupérer des données sur des sites web. Vous allez voir ce que la MSH a développé via son développeur Arnaud Millereux sur ces questions, des applications avec des projets de recherche. Vous aurez une présentation de M. Bunel, qui est économiste, et de M. Konaté, également qui est économiste ou qui est en sciences de l'éducation sur les questions d'immigration, d'enfants issus de l'immigration. Donc, je vous souhaite bon appétit et à tout à l'heure à 13h30. Je me connecterai autour de 13h25, 13h25-20 pour permettre à peu près que tout le monde puisse rentrer dans la salle. Merci et à tout à l'heure.